Ta mère est une aventurière, le podcast des darons badass. Salut, moi c'est Emma, coach équipière de Projet Badass. J'accompagne les créateurs d'aventures dans leur concrétisation, que ce soit côté pro, création de podcast ou vie perso. Dans ce podcast, au fil des épisodes, tu entendras le témoignage de mères aventurières et je partagerai avec toi mes inspirations, mes expériences et mes tips pour construire le projet aventureux de tes rêves. J'espère que tu vas te sentir inspiré et motivé. Allez, c'est parti, on y va. Hello, je suis très heureuse de te présenter un nouveau format des portraits d'aventurières. Des portraits à plusieurs pour ouvrir les horizons et découvrir des aventurières inspirantes. Dans cet épisode, j'ai la joie de m'entretenir avec Éléonore et Maëlle qui vont nous parler de ce qui les inspire chez Maria Margareta Kirch, une grande astronome du XVIIe siècle. Elles vont également nous expliquer pourquoi elles ont choisi cette chercheuse comme muse de leur formation d'astrologie cette année. Tu entendras parler des énergies du signe du Verseau. Pour moi, l'archétype qu'incarne le signe du Verseau, c'est la visionnaire, avant-gardiste, pionnière, audacieuse, innovante. Et le Verseau, c'est aussi pour moi mettre son originalité et son insolence au service du collectif. Est-ce que j'ai vu le lien avec Maria Margareta Kirch ? Sûrement. Est-ce que tu le verras aussi ? Ça, c'est à toi de me le dire. Salut Maëlle, salut Éléonore, je suis hyper contente de vous accueillir dans cet épisode de Ta mère est une aventurière pour parler d'une aventurière badass inspirante qui est... Maria Margareta Kirch. Ouais, trop cool. Est-ce que, pour commencer, ça vous irait de vous présenter auprès des auditeuristes de Ta mère est une aventurière ? Et ce que je vous propose, c'est que Maëlle, tu présentes Éléonore et que toi, Éléonore, tu présentes Maëlle pour qu'on vous connaisse un petit peu mieux avant de parler de notre aventurière du jour. Est-ce que... On commence par un jeu, quoi. Voilà. Bon, qui n'est pas de moi, c'est l'idée de Maëlle. Maëlle, est-ce que tu veux commencer pour présenter Éléonore ? Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Alors, c'est avec grande joie que je vous présente Éléonore. Bon, je vous avoue que c'est un peu en impro, mais en même temps, je pourrais vous parler des heures d'Éléonore. Mais je vais choisir des petits points très synthétiques pour ne pas perdre l'écoute de tout le monde. Alors, ça va être Éléonore. Alors déjà, c'est une grande artiste. Moi, je collabore avec elle depuis presque un an maintenant. Pour la formation d'astrologie. Et c'est un immense bonheur de travailler avec Éléonore parce que elle crée à fond, c'est une super pédagogue et surtout, elle a toujours des millions d'histoires à me raconter sur des personnes ultra inspirantes. Elle crée le thème astral des gens, des aventurières d'il y a très longtemps ou des artistes. Et donc, en gros, Éléonore, c'est un univers multiple de créativité, d'histoire, d'antiquité, de mythologie et bien d'autres facettes, mais on va dire que c'est surtout ces points-là qui vont nous intéresser aujourd'hui. Voilà ce que je peux dire. Et puis, avec une éthique, franchement, avec Éléonore, je sais que l'astro, ça peut faire un peu flipper. On se dit, ouais, on va se faire avoir, c'est qui ces charlatans, tout ça, tout ça, tout ça. Ok, ça existe. Mais alors, avec Éléonore, croyez-moi, il y a les pieds bien ancrés dans la terre et c'est hors de question de faire quoi que ce soit. C'est une de mes plus grands garde-fous. Si jamais un jour je pars en cacahuète, je sais qu'Éléonore me dire, tu fais quoi là? Donc, quand même, je tenais à le préciser que ce serait comme ça que je pourrais la présenter. Merci Maëlle et Emma pour cette introduction. Alors moi, je suis ravie de présenter Maëlle, qui est une grande rêveuse et une émancipatrice d'étoiles à mes yeux. On s'est rencontrés à travers son projet qui s'appelle La Rêverie Constellation et notamment son projet de création d'une formation en astrologie qui s'appelle notamment la danse des astres. Alors, Maëlle est une femme aux multiples facettes. C'est bien pour ça qu'on s'entend sur énormément de sujets. À son actif, elle a quand même la danse, le yoga, l'astrologie, la dynamique de projet, et elle mène avec envergure, comme l'un de ses projets notamment, les jeunes âmes qui cherchent à s'émanciper dans leur propre aventure, justement. Donc, Maëlle est une grande rêveuse. Je me joins à elle avec grand plaisir pour collaborer dans la formation numéro 2. Et je suis ravie de ce temps d'échange à trois où j'ai pu, grâce à Maëlle notamment, rencontrer
Emma, cette aventurière badass. Merci Léonore. C'est trop chouette de vous entendre présenter l'autre. Ouais, bah nous on s'est rencontrés effectivement, Éléonore, lors de la promo 1 de la formation d'astrologie que tu proposais, Maëlle. Et lors de cette promo, il y avait une figure inspirante qui nous a accompagnés dès le début, qui était Hypatie, dont tu nous parleras dans un prochain épisode, Éléonore, mais j'ai découvert donc il y a quelques jours que pour la deuxième promo, quoi, vous inspiriez d'une autre grande femme inspirante, et ça m'a beaucoup intriguée, éveillé ma curiosité, et c'est donc de cette femme, Maria Margherita Kirch, que nous allons parler aujourd'hui. Est-ce que, peut-être pour commencer, est-ce que Éléonore, t'as envie de nous parler de sa vie, enfin voilà, d'un point de vue un petit peu, d'un point de vue un peu factuel, tu vois, qu'on comprenne un petit peu qui c'est, qu'on la connaisse, qu'on la découvre à travers tes yeux, et après qu'on aille dans quelque chose de plus personnel où vous pouvez nous présenter les valeurs qui vous inspirent, en quoi c'est une muse pour vous. Ben, pas de souci. Alors, si vous voulez, j'attaque un peu avec ses origines, l'époque, etc. Et puis après, on développe ensemble. Donc, du coup, Maria Margareta Kirch, c'est une femme que je trouve ultra inspirante. Je l'ai rencontrée quand j'ai travaillé autour de la création du visuel de la formation numéro 1, notamment par rapport à l'image du Verseau. Donc, c'est une femme qui m'a grandement inspirée parce qu'en fait, c'est une femme astronome allemande et qui a été connue à son époque, sachant qu'elle est quand même née en 1670. Donc, c'est quand même une femme qui est née au XVIIe siècle et qui a pour autant marqué l'astronomie et un peu l'astrologie. Donc, c'est comme ça que je l'ai rencontrée, en fait, avec la création des modules de Pour Maëlle. Et alors, ce que j'ai trouvé vraiment fascinant, c'est qu'elle a un parcours qui va avec la grandeur du personnage pour l'image du Verseau, par exemple, dans une formation. Et encore plus pour être une muse de la saison 2 pour plein d'autres aspects encore. Est-ce que tu pourrais nous parler du côté Verseau, pour ceux qui ne s'y connaissent pas du tout en astrologie, parce qu'il y en a? Alors, je vais développer un peu sa biographie et en parallèle, comme ça, vous allez comprendre un peu pourquoi elle a pu m'inspirer pour le Verseau et en quoi elle m'a fascinée pour être une muse pour la saison 2. Ok, très bien. Donc, en fait, Maria Margareta Kirch, déjà par rapport au contexte historique, elle reçoit une éducation par son père qui estime, à cette époque-là, je précise, son père étant quand même pasteur initialement, qu'elle avait en fait le droit à une éducation malgré le fait que ce soit une femme. Donc, il y avait déjà quelque chose de l'ordre d'émanciper et d'innover au niveau de la transmission du savoir, rien qu'au sein de sa propre famille, dans un premier temps. Ensuite, elle va malheureusement perdre son papa, et là, c'est son oncle qui prend la relève de la transmission du savoir. Puis, à un moment donné, en fait, elle est du coup un peu fascinée par énormément de choses. C'est quelqu'un qui était un petit peu de l'ordre d'une chercheuse. Elle va se fasciner d'astronomie et elle va aller étudier chez un homme qui s'appelle Christopher Arnold. Et elle sera, dès ce moment-là, son apprentie et officieusement son assistante en astronomie. Donc déjà, si vous voulez, pour l'époque, c'était quand même un peu innovant tout ça, par rapport à toute cette dynamique Verseau. Elle a quel âge à peu près quand elle devient... Ah, elle est super jeune. Elle a moins de 20 ans. Ah ouais, ok. Elle a moins de 20 ans encore. Ah ouais, elle devient assistante alors qu'elle est toute jeune. Ouais, elle est super jeune et c'est quelqu'un de fasciné, c'est quelqu'un qui a envie de chercher, c'est quelqu'un qui a envie d'innover, c'est quelqu'un qui a envie de découvrir et qui a une fascination tournée vers les étoiles, en fait, quelque part. Et puis ce fameux Arnold, il va lui faire rencontrer son mari, qui est un grand mathématicien et un astronome reconnu de l'époque, qui s'appelle Gottfried Kirch. Et alors ce mari, il a quand même 30 ans de plus qu'elle. Il se marie, c'est 1692, pour vous situer dans le temps, et elle n'a que 22 ans. Donc, dans le contexte, faut pas oublier qu'une femme à cette époque-là, sa première tâche, c'est de tenir sa maison et de faire des enfants. Hein. Mais bon, là, on parle de Maria Kirch, et ça va donner un petit peu d'autre chose. Donc, elle se marie, elle a 22 ans, elle va avoir 4 enfants, Christfield et Christine, et 2 autres filles.
Alors je vous précise combien elle a d'enfants parce qu'elle aussi quelque part, elle va faire en sorte qu'ils aient une éducation, filles comme garçons. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la transmission par la lignée qui est assez fort et 2 de ses enfants, même si tous travailleront dans l'astronomie, auront des carrières pleines en astronomie. Donc déjà, il y avait quelque chose, vous voyez, au niveau de l'idée du savoir et de la transmission assez forte dans la notion d'héritage à quelque chose de plus grand et de collectif. Donc en ce sens-là, il y a vraiment quelque chose de cette énergie Verseau qui est présente. Donc ensuite, c'est son mari, vu qu'elle a quand même que 22 ans, qui va poursuivre aussi son éducation autour de l'astronomie. Et du coup, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer en dehors des universités, sachant qu'évidemment, à cette époque-là, les femmes ne sont pas les bienvenues dans des universités. Elles ne méritent pas le savoir à cette époque-là. Donc, Maria et Gottfried, ils vont travailler en équipe, ce qui est quand même important de nommer parce qu'à cette époque-là, il y a quand même énormément de travail de femmes dans l'ombre, notamment autour des sciences. Et Maria va quand même un petit peu aider à émanciper certaines choses de ce point de vue-là, justement. Donc, ils vont travailler ensemble. Elle va être son assistante officielle. Faut savoir que le début de l'Académie des sciences, c'est le XVIIIe siècle. Donc, on est vraiment au début et aux prémices, en fait, à l'innovation et à la mise en œuvre de ce genre de dynamique de découverte et de recherche dans le domaine scientifique. Donc, ils collaborent. Ensemble, ils vont créer ce qu'on appelle du coup des éphémérides, donc les calendriers des mouvements des planètes et des astres. Et à partir de 1697, du coup, ils commencent aussi à consigner les faits météorologiques qui sont d'ailleurs toujours utilisés et d'actualité pour tout ce qui va être navigation maritime. Donc, ils ont quand même une échelle de contribution à eux deux et dans leur collaboration qui est assez forte, d'où mon intérêt pour elle avec toute cette énergie du Verseau. Ensuite, il faut savoir que du coup, l'Académie royale des sciences de Berlin, du coup, ils vendent leur calendrier. Donc, c'est aussi leur source de revenus de contribuer ainsi au développement de l'astronomie. Donc, il y a tout ce qui est phase lunaire, les éclipses, enfin bref, tous les astres. Tout ça, c'est répertorié. Ensuite, un autre événement qui est quand même un petit peu un début de premier tournant, en fait, pour Maria Margareta Kirch, c'est le 21 mars 1702. Parce qu'à ce moment-là, en fait, elle va découvrir une comète, la comète 1702, comme son nom l'indique. Et en fait, ça va être la première femme à faire la découverte, d'une comète. Donc, par contre, on remet le truc dans le contexte. Évidemment, à ce moment-là, on n'allait pas l'appeler Maria Margareta Kirch, ça aurait été trop ambitieux et trop innovant pour l'époque, pour le coup. Donc, en fait, ça va être son mari qui va prendre le crédit de cette découverte. Parce que bon, c'est quand même juste une femme à l'époque. Et puis, il y avait aussi la question de la barrière de la langue, en fait, à ce moment-là, parce que tous les documents qui étaient publiés en astronomie étaient écrits en latin. Et il y a une espèce de pater familias un peu trop présent, en fait, à ce niveau-là de la transmission des connaissances, à l'écrit en tout cas, et des publications. Ensuite, du coup, il y a qu'une seule revue à l'époque, en fait, pour faire publier tes découvertes. Elle s'appelle Acta Eruditorium. Ça annonce la couleur du level intellectuel de l'époque. Et il y a aussi quelque chose de l'ordre de la division du travail qui est extrêmement encore genré pour l'époque, à cette époque-là. Donc Maria, elle va venir quand même un peu faire bouger toutes ces lignes-là, justement. Parce que, déjà, elle a un mari qui est, même s'il est plus vieux qu'elle, de 30 ans quand même, il est quand même plutôt chouette et plutôt innovant malgré tout pour l'époque. Parce qu'en 1710, il va quand même nommer officiellement qu'elle a contribué et qu'elle a découvert elle-même cette comète. Wow. Donc c'est quand même déjà un premier pas vers son émancipation et une belle reconnaissance, on va dire, matrimoniale déjà pour sa collaboration. Donc elle poursuit son travail après ça en son nom, du coup. Et elle va publier en allemand. Donc, du coup, elle obtiendra après tout ça, une reconnaissance qui sera beaucoup plus adaptée, en fait, à la qualité de son travail. Donc, elle va faire des publications dès 1707, autour des aurores boréales, par exemple. Elle va faire aussi en astronomie un travail d'écriture autour de la conjonction du Soleil avec Saturne et Vénus en 1709. Il y a un travail d'écriture aussi sur la conjonction de Jupiter et Saturne en 1712. Et du coup, en fait, ces écrits-là, ça sera vraiment des contributions qui seront durables dans le temps
d'un point de vue astronomique. Donc après, il faut savoir qu'en fait, cette petite Maria Margareta Kirch a multiples facettes. Elle est aussi un peu astrologue. Et en fait, la chose qui va être un peu critiquée dans ce grand monde d'hommes, ça va être le fait qu'on va lui dire qu'elle tire un peu trop vers l'astrologie plutôt que l'astronomie, alors qu'on utilise encore ses écrits en astronomie, il faut le savoir quand même. Donc, on va tout essayer quand même pour essayer de venir lui mettre un peu des bâtons dans les roues et la critiquer malgré la grande renommée qu'elle a. Et on n'a pas fini encore de la faire galérer malgré tout. Parce qu'en fait, son mari, il va mourir en 1710 et là, en fait, elle va essayer auprès de l'Académie des sciences d'obtenir son poste en tant qu'astronome concepteur. Et l'Académie royale, malgré les pétitions de gens extrêmement renommés de cet univers-là de l'époque, vont évidemment lui refuser. Elle a un peu moins de 30 ans, en gros, à ce moment-là. Donc, elle est très jeune, hein, en plus, quoi. Et ça lui est refusé. Et ils vont nommer un homme, évidemment un homme, mais Johann Heinrich Hoffmann, le pauvre, son nom a marqué l'histoire pour son incompétence, du coup, parce que dans les textes, en fait, il s'avère que du coup, il n'était pas du tout au niveau, il a cumulé du retard, et qu'a fait l'assistante? Et c'est Maria Margareta Kirch, parce que ce n'était qu'une femme à ce moment-là. Sauf que, étant donné le grand retard accumulé, petit à petit, ils vont un petit peu revenir sur leurs paroles, vu qu'en fait, c'est quand même la vente de ces calendriers et ces éphémérides qui aident aussi à faire vivre cette fameuse Académie royale des sciences. D'ailleurs, elle a déclaré au sujet du fait que finalement, ils vont l'admettre en fait dans l'Académie un peu après justement ces événements-là. Elle déclare que maintenant, elle dit: maintenant, je passe par un désert aride et parce que l'eau est rare, le goût est amer, justement, au sujet de cette nomination après avoir nommé un homme plutôt qu'elle directement. Donc, en 1711, elle va publier des brochures, plusieurs brochures, elle va prédire une nouvelle comète, elle va faire une autre brochure sur Jupiter et Saturne, où elle associe à la fois les mathématiques et l'astronomie. Et elle aura le poste, finalement? Elle est qu'associée. Elle n'a pas le titre officiel. Okay. Mais l'histoire gagnera quand même. Parce qu'en 1712, du coup, elle va accepter le patronage, on appelle ça, d'un autre homme, en fait, qui, lui, est un fasciné d'astronomie et qui a un laboratoire, en fait, chez lui et qui va lui permettre de continuer pleinement son travail d'expérimentation. Et à ce moment-là, en fait, elle va commencer à former ses propres enfants à devenir ses assistants. Et du coup, quelque part, elle continue du coup de travailler et de faire cette transmission dans le familial. Ensuite, elle est quand même invitée en 1716 par le tsar de Russie, Pierre le Grand, à venir travailler pour lui, mais elle va refuser parce qu'elle préfère rester vivre à Berlin. Et par la suite, en 1716 toujours, mais un peu plus tard dans l'année, il y a son fils, Christfried Kirch, qui deviendra le directeur officiel de l'Observatoire de Berlin. Donc, il y a quelque chose qui reste dans le collectif familial au niveau de cette transmission et cette généalogie impressionnante. Et du coup, Maria et Christine Kirch deviennent du coup ses assistantes. À un moment donné, on demande un peu à Maria de prendre un peu de recul dans son positionnement pour laisser un peu plus de place à son fils et de moins lui faire d'ombre dans sa renommée personnelle. Elle va refuser. Et à ce moment-là, on lui demandera un peu gentiment de prendre sa retraite, du coup. Faudrait pas non plus prendre la place des hommes. Waouh. Donc, elle prend sa retraite et concrètement, je pense que ça l'a désolée parce qu'elle meurt pas très très longtemps après. Voilà. Donc ça, c'est vraiment sa vie à elle qui est un combat constant de défense de ses propres savoirs et de s'émanciper pour les communiquer et les rayonner au monde. Et en même temps, il y a quelque chose d'extrêmement fort dans la lignée de sa famille parce qu'en fait, du coup, quelque part, il y a son fils qui va décéder en fait en 1740, qui était d'ailleurs le directeur du coup de l'observatoire. Et en fait, ce qui va se passer, et c'est en ça qu'elle aura sacrément contribué à l'évolution de la science dans le monde, c'est qu'en fait, les sœurs, elles vont poursuivre le travail. Elles vont pas avoir le titre officiel du statut de l'Académie des sciences,
Mais pour autant, Christine, dès 1759, elle va avoir le titre de chef de ménage, hein, parce que c'est une femme, hein, toujours quand même. Et elle va avoir en fait un salaire. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'émancipation du féminin à travers cette lignée de femmes et cette Maria qui a posé des fondations hyper fortes et solides. Et ce qui est beau, c'est qu'en 1772, donc presque après 60 ans par rapport à Maria Margareta Kirch, l'Académie va remercier officiellement Christine Kirch, fille de Maria Margareta, pour les services rendus, et elle sera nommée pour former son successeur, qui sera un homme en astronomie, et ça sera donc sa fille, la première femme à former un homme au sein de l'Académie royale des sciences en astronomie. Waouh. Bah dis donc, c'est incroyable la ténacité. Ah, il y a une persévérance. Pour rebondir sur en quoi c'est très Verseau pour ceux qui n'y s'y connaissent pas du tout, dans tout ce qu'on a entendu, faut voir les signes comme si c'était des énergies ou des archétypes ou des choses comme ça. Et en Verseau, en mots-clés, on va avoir la liberté, la contribution au monde, de faire évoluer la société, les humains ou des sujets. Là, pour le coup, c'est l'astronomie, mais aussi la cause des femmes, je trouve. Et donc, je trouve que rien que sur ces sujets-là, si on prend juste des mots-clés du côté Verseau et cette femme, eh bien, je trouve ça assez passionnant et très inspirant. Mais si tu veux, je te dirai pourquoi on a voulu la choisir pour la nouvelle formation. Oui, bah carrément. Enfin, voilà, moi, je serais ravie de t'entendre là-dessus, si tu veux enchaîner. Ce qui m'a beaucoup intéressée dans l'approche d'Éléonore, c'était d'inviter dans les formations des femmes inspirantes. La première promotion avec Hypatie d'Alexandrie, que vous entendrez un peu plus tard, ça m'a donné comme, vous savez, comme un tempo quand on va danser. Et bien là, c'était pour la transmission et la pédagogie. Qu'est-ce que ça allait me donner comme tempo Hypatie d'Alexandrie? Et je sentais que pour la nouvelle promotion, l'idée, c'est comme on fait une promotion par an, une nouvelle formation par an d'astrologie, l'idée, c'était comment se réinventer à travers un contenu déjà existant et que nous, on soit tout autant enthousiasmés et excités à l'idée d'apprendre et transmettre. Et donc, l'idée d'avoir des muses, une muse pour chaque promo, on a déjà celle de la promo 3, hein, qui nous inspire bien. Et bien, celle-ci, je me dis que il va y avoir des notes particulières, des saveurs particulières cette année. Donc, je trouve que Maria Margareta Kirch, quand on a échelé au nord de partir sur cette muse, eh bien, c'était vraiment qu'on allait partir dans une dynamique de chercheuse. Et dans l'astrologie, il y a encore plein d'espaces flous à chercher. Par exemple, en fait, c'est quoi le début de l'astrologie? On n'a pas les réponses, mais si on cherchait un peu, donner des hypothèses, ça ferait quoi? Pour moi, l'astrologie, c'est un art et qui est encore en mouvement, en construction. Et donc, ça fait quoi la suite de l'astrologie? Et il y a tellement d'espace à chercher. Donc, ça peut aussi amener du doute. Donc, comment le doute peut nous amener à trouver des réponses? Et en ça, je trouve ça assez intéressant. Et puis, le fait qu'elle soit si jeune, tout ce qu'elle a fait en 1600, moi, ça m'inspire beaucoup à, ok, nous là, en 2022, en tant qu'être humain, que ce soit femme ou homme, franchement, on a plein, comme un tremplin ultra fertile autour de nous pour concrétiser concrètement nos envies, nos projets, nos idées, nos réflexions. Et j'aimerais vraiment que dans cette formation, ce soit vraiment un réseau, un échange de personnes qui réfléchissent ensemble pour aller plus loin que juste les clichés ou les caricatures. Et en ça, elle me passionne énormément, m'inspire et me stimule. Et en autre mot-clé, c'est vraiment l'expérimentation, je trouve, avec cette femme. Et j'aimerais beaucoup amener les gens à expérimenter, chercher, pourquoi pas se plaire, relancer, être stimulé. Et un autre mot-clé du Verseau, c'est quand même pour moi l'envergure, parce qu'on commence à aller vers bien plus grand que nous, une contribution au monde. Et franchement, l'envergure de cette femme, elle est remarquable dans tout ce qu'elle a fait et qu'on se serve encore de ses écrits et de ses recherches, de ses trouvailles. Encore en 2022 et bien plus tard encore, j'en suis sûre, je trouve qu'elle a vraiment contribué à un patrimoine de l'humanité, quoi. Voilà ce que m'inspire cette femme et pourquoi j'avais très envie qu'elle fasse partie du paysage de la formation. Ah, super. C'est beau, cette façon de s'inspirer, je trouve. Et toi, Éléonore, est-ce que tu aimerais nous parler un petit peu de qui t'inspire chez elle? Alors moi, il y a plein de choses différentes qui m'inspirent chez Maria Margareta Kirch. Déjà, c'est un personnage que
que j'ai rencontrée comme ça en pleine recherche autour du Verseau. Je saurais pas vraiment vous expliquer comment elle est arrivée chez moi. C'est une femme qui m'inspire par rapport à cette idée de quête qu'elle possède en elle et cette force de vie en fait qu'elle porte en fait. Cette idée que quoi qu'il lui en coûte, elle ira jusqu'au bout de son rêve. Il y a cette idée qu'elle ira toujours chercher plus loin. Malgré les mœurs et les contraintes extérieures, elle va au-delà de ses limitations. Elle va au-delà des coutumes. Elle réforme les mœurs pour se réinventer elle-même. Et en même temps, cette façon de se réinventer elle-même, de se battre en fait pour acquérir sa propre légitimité, de se battre pour sa propre légitimité tout court, et ben quelque part c'est vraiment une quête de sens que je trouve extrêmement louable. Et même si elle n'y a pas totalement droit officiellement, malgré l'importance de ses écrits au travers de l'académie et de l'institution, sa fille finira par l'obtenir grâce aux pierres qu'elle aura déjà posées en fait, elle malgré tout. Et il y a vraiment cette idée que l'expérimentation, la recherche, le dépassement de soi, l'envergure, même si elle semble incommensurable dans le contexte de l'époque, malgré tout, elle arrive à dépasser tous ces freins-là, tous les freins extérieurs qui lui sont posés pour aller vraiment dans la quête de son propre rêve à elle, en fait. Et sa contribution astronomique, elle est d'une telle envergure que c'est quand même, pour cette femme du XVIIe siècle, quelque chose qui je trouve assez fascinant. Et j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais alors je sais plus la date exacte, mais je crois que c'est dans les années 60. Il y a une autre comète qui a été découverte par 3 collaborateurs, et du coup, ils l'ont nommée Maria Margareta Kirch. Donc il y a quand même aujourd'hui dans le monde, au XXe siècle, un espace du ciel qui porte son nom. Et ça, je trouve que quelque part, elle a traversé un peu les âges et les époques, et qu'elle amène quand même une certaine grandeur à toutes ces femmes invisibles de l'univers scientifique. Ouais, et puis moi, ce qui m'émeut aussi, c'est que on est dans un podcast qui s'appelle Ta mère est une aventurière. Elle a eu 4 enfants, et il y a ce côté, c'est une vraie daronne badass, quoi, qui est pleine d'audace, de détermination, et en même temps, il y a, comme tu le soulignais en nous parlant de sa vie, ce lien avec ses enfants, ce partage et cette transmission qui est hyper forte, et je trouve ça inspirant aussi sur les espaces qu'on peut ou non dont on peut s'emparer finalement dans notre famille avec nos enfants, comment on peut vivre notre passion et la transmettre à nos enfants. C'est beau. Ah ça c'est clairement une maman badass et aventurière, hein, pour le coup, parce que c'est grâce aux graines qu'elle aura semées que derrière la renommée et la reconnaissance d'un statut féminin dans cet univers des sciences au XVIIIe siècle aura lieu. Et il y a vraiment ce travail de la lignée, de la contribution à plus grand que soi que je trouve extrêmement porteur et inspirant, en fait, dans le personnage de Maria Margareta Kirch, qu'on choisit du coup avec Maëlle comme muse pour la formation numéro 2. Je trouve que c'est très inspirant. Génial, merci en tout cas à toutes les deux, Maëlle et Éléonore, d'avoir partagé avec nous ce portrait d'aventurière très inspirante. Et je trouve ça très beau aussi, cette manière que vous avez de vous inspirer et de partager ça, de le transmettre à travers la pédagogie et l'énergie des promos de formation, en fait, quoi. J'aime bien cette idée de se réinventer dans un contenu qui peut être en partie préexistant. Merci Emma de nous avoir invités, et puis j'avais juste envie quand même pour terminer, une petite chose que j'avais envie de rajouter plutôt, c'est que je me sens dans une posture très curieuse de voir quelle dynamique va avoir ce groupe avec cette muse. Ça, c'est vraiment la grande découverte qu'on va avoir. En tout cas, nous, Éléonore et moi, dans notre pédagogie, je sens que ça nous apporte beaucoup de pétillement.
Et j'ai encore plus envie de vivre cette expérience de formation et je me dis: «Tiens, ça va être quoi de former des futurs astrologues avec cette posture de recherche?» Enfin voilà, peut-être on se fera un bilan forcément plus tard avec Éléonore, mais en tout cas, moi, vous savez, ça fait un peu comme la rentrée, mais cette année, j'ai trop envie de la vivre et j'avais adoré la première et j'ai tout le temps autant le même enthousiasme avec des facettes d'émotions différentes, mais l'intensité de joie de le faire est toujours aussi intense et je pensais pas que je pouvais le vivre à ce point-là. Donc, je trouve ça vraiment chouette. Voilà, j'ai envie de partager ça. Trop cool. Oui. Il y a quelque chose de très inspirant de travailler comme ça, dans cette dynamique avec des muses. Hypatie, on aura l'occasion de prendre un temps pour en reparler, mais c'est toujours, enfin pour l'instant, ça changera peut-être, mais c'est souvent des femmes extrêmement inspirantes dans leur désir de contribution. Ouais, elles défrichent vraiment. Ouais. Elles sèment des graines enfin pour finalement qu'elles éclosent plus tard. C'est ça. Voilà. Elles fleurissent nos vies. Et ben je partagerai dans les notes de l'épisode où vous retrouvez et vous rencontrez Éléonore. Donc dans cette formation, j'ai découvert tes linogravures qui nous ont accompagnés, qui sont magnifiques. Donc vraiment, j'invite les auditeuristes à découvrir ton art. Et puis Maëlle, tu as aussi enregistré l'épisode 1 de Ta mère est une aventurière. Donc pour ceux qui veulent te découvrir aussi sous le prisme de ta vie et de ton œuvre, j'invite les auditeuristes à revenir à l'épisode 1 et puis à découvrir aussi tes propositions au sein de la rêverie sur ton site. Eh bien, merci Emma pour ce temps-là. C'était vraiment chouette. Avec grand plaisir. Et à très bientôt. Et puis à dimanche prochain pour les auditeuristes. Merci. Salut les filles. Salut. Salut.